Encore une preuve que Disney nous possède tous, je suis là, en plein confinement, pour faire une vidéo sur Disney. Bonjour et bienvenue dans ce bilan de Disney+. Ça fait un an que la plateforme de streaming du studio Disney a été lancée aux États-Unis. Il est donc temps de faire un petit bilan pour savoir est-ce que c'est une réussite, est-ce que c'est un échec, combien d'argent ça a coûté, combien d'argent ça a pu rapporter jusque-là, et est-ce que Mickey est content. La question est importante puisque tout ça a lieu dans le cadre de ce qu'on a appelé la guerre du streaming. Qu'est-ce que c'est la guerre du streaming? C'est tout ce qui se passe chez les studios à Hollywood depuis que Netflix a pris autant de place et depuis que vraiment ils ont commencé à grignoter l'industrie du cinéma et des séries. C'est pour ça que Disney a lancé Disney+, c'est pour ça que Warner Bros a lancé HBO Max, c'est pour ça qu'on a Apple TV+, c'est pour ça qu'on a Peacock, qui est le service de Universal, et c'est pour ça que maintenant tout le monde se bat à coups de milliards pour choper des talents, pour lancer des événements, pour attirer les abonnés et en gros se faire du fric. On va mettre de côté le fait que Disney+ a été lancé en France en avril 2020 parce qu'ici on fait vraiment un bilan depuis un an, depuis que la machine de guerre Disney a été lancée. Première chose lancée en 2015, Disney Life. Qu'est-ce que c'est Disney Life? Vous savez pas ce que c'est normal, c'est une sorte de bêta Disney+, qui a été lancé dans quelques pays, notamment le Royaume-Uni. Aux États-Unis, pour l'anecdote, ça n'a pas pu être fait puisqu'il y avait déjà un deal en place entre Disney et Netflix, donc impossible de lancer une plateforme concurrente. Disney Life n'a pas vraiment été un succès et on peut citer a priori deux raisons qui expliquent ça. La première, c'est que c'était assez cher, c'est plus cher que Disney+ aujourd'hui, c'était quasiment 10 $. Et la deuxième, c'est que ça n'offrait quasiment aucun contenu nouveau. C'était en gros un catalogue de tous les classiques de Disney, les films et les dessins animés, donc une offre pas vraiment excitante et stimulante à une époque où Netflix existait déjà. Autre grand mouvement stratégique de la part de Disney, en 2016, l'entreprise commence à investir à hauteur de 1 milliard dans l'entreprise BAMTech. BAMTech, c'est une entreprise américaine spécialisée dans le streaming de vidéos sportives et c'était évidemment une manière de s'impliquer dans cette technologie et de pouvoir commencer à apprendre et retenir des leçons. Même si ça faisait quasiment 10 ans que Disney s'intéressait à ce sujet, notamment avec le sport, le rachat de BAMTech à coût de milliards a prouvé que vraiment le streaming était à ce moment-là la grande priorité de Disney. Troisième étape, le rachat du studio Fox par Disney en 2019. Ça a été un événement, tout le monde en a parlé parce que ça a été un coup de tonnerre dans le ciel hollywoodien à juste titre. Ça a bouleversé l'équilibre et Disney en a tiré énormément de profit. Déjà, ça a nourri leur catalogue parce que la Fox est plein de séries, plein de films et tout ça a pu aller sur leur future plateforme Disney+. Ça permettait au catalogue Disney+ d'être énorme. Mais également, ça a permis à Disney de récupérer encore plus de parts de Hulu, une grosse plateforme de VOD très populaire aux États-Unis. D'un seul coup, ils avaient non seulement Disney+ dans les tuyaux, mais Hulu, dont ils étaient actionnaires majoritaires. Pour savoir si c'est un succès, c'est comme pour un film au box-office. Il faut savoir combien d'argent a été injecté. Et pour Disney+, ça c'est intéressant puisque l'argent a été injecté à coups de milliards dans plein de directions différentes. Déjà, beaucoup d'argent a été investi d'un point de vue technique, tout bêtement. Il a fallu créer, assembler et lancer la plateforme Disney+. Ensuite, beaucoup d'argent a été investi dans le marketing. Il a fallu que d'un point de vue médiatique, public, Disney+ existe et qu'on excite les spectateurs pour qu'ils puissent s'abonner. Disney a déjà déclaré qu'ils avaient investi 1 milliard dans les contenus originaux sur Disney+ en 2020 et que d'ici 2024, ils comptaient aller jusqu'à 2,5 milliards. Ça peut paraître beaucoup, mais n'oublions pas que c'est 17 milliards que Netflix a injecté dans la production originale en 2020, donc on voit bien le gouffre énorme entre les deux. Et à titre de comparaison, quand le studio Warner Bros a lancé HBO Max, il parlait de 4 milliards d'investissements, mais c'était sûrement à la fois en contenus originaux et d'un point de vue de développement technique. Alors côté Disney+, on peut regarder dans le détail les budgets. The Mandalorian, la grosse série Star Wars, c'est un budget de 100 millions, c'est-à-dire quasiment un budget de blockbuster de cinéma. C'est donc énormément d'argent qui a été injecté uniquement dans ce produit de lancement. À côté de ça, dans le futur, on peut voir aussi le budget des séries Marvel. La série WandaVision, Winter Soldier et Falcon, c'est Falcon et Winter Soldier, c'est des budgets de quasiment 100, 125, 150 millions, plus que certains épisodes, les plus gros épisodes, coûteraient dans les 25 millions. Donc on voit bien qu'au niveau budget, Disney est prêt à mettre beaucoup de thunes pour faire des énormes séries. On peut aussi rajouter à ça que Disney+ a récupéré des films qui étaient prévus pour le cinéma. Évidemment, on pense à Mulan, un film à 200 millions de dollars. Il y a aussi le prochain Pixar qui coûte 150 millions, qui s'appelle Soul et qui sortira en décembre. Et on l'a tous oublié, c'est normal, Artemis Fowl qui a quand même coûté 125 millions pour être aussi laid. Dernière dépense, non des moindres, c'est le deal entre Disney et Netflix. C'était entre 150 et 300 millions apparemment qui venaient dans la poche de Disney chaque année avec cette collaboration juteuse qui a été évidemment interrompue quand Disney a décidé de reprendre toutes ses séries, de terminer Daredevil et Defenders et tout le bordel pour amener tout le monde au bercail et dire à Netflix maintenant vous êtes nos concurrents. Autre grande question quand on parle de Disney+ et de son succès, est-ce que le catalogue, est-ce que l'offre, le contenu original était à la hauteur des attentes?
En gros, la question pourrait être simplifiée en est-ce qu'il y avait autre chose à voir que la série Star Wars The Mandalorian? Pas vraiment, puisqu'il y a eu une série High School Musical, il y a eu des films comme Togo, Noël, un truc avec Jeff Goldblum, La Belle et le Clochard, mais pas de quoi exciter vraiment le grand public. C'est vraiment Mandalorian qui a attiré toute l'attention et c'est là que Disney a mis tout l'argent au final. Est-ce que c'était malin? Est-ce que c'était stratégique? Est-ce que c'était honteux? On peut comparer à Netflix qui à son lancement en 2013 avait déjà 3 grosses séries qui sont quasiment toutes devenues des cartons. Il y avait House of Cards, il y avait Orange is the New Black et Hemlock Grove, la série de loup-garou. L'année d'après, on avait eu Marco Polo, ensuite on a eu Narcos, Sense8, rapidement on a eu Stranger Things et The Crown, donc en l'espace de 3-4 ans, Netflix avait explosé. Mais dès le départ, l'offre était quand même assez attrayante et stimulante. Donc pourquoi Disney+ n'a pas tiré profit de cette leçon et n'a pas maximisé ses chances avec plein de séries lancées en même temps? La réponse elle est très simple, c'est que tout ça a été fait dans la précipitation. Disney+, Apple TV+, et HBO Max ont tous été lancés dans une urgence parce qu'il fallait absolument occuper le terrain. Il fallait non pas réfléchir à faire la meilleure offre dès le départ, il fallait simplement lancer la plateforme très rapidement pour couper l'herbe sous le pied des concurrents et vraiment se placer rapidement pour attirer les abonnés le plus vite possible. HBO Max l'a assumé publiquement en disant vraiment qu'il n'avait pas le temps de réfléchir 3 à 6 mois pour avoir une super offre de départ, il fallait simplement lancer la plateforme. Alors après c'est amusant, on peut comparer les trois et Disney+ se retrouve être l'élève moyen. Le bon élève, c'est Apple TV+, puisque dès le début, ils avaient des grosses séries. Il y avait The Morning Show, il y avait la série Si, avec Jason Momoa, il y avait For All Mankind, très rapidement, il y a eu Servant, puis Defending Jacob. Il y avait une offre vraiment variée qui avait vocation à appeler le public le plus large possible. HBO Max, c'est vraiment le mauvais élève. Ils ont lancé leur plateforme l'année d'après, quelques mois après les concurrents, et il n'y avait quasiment rien. Il y avait la série comique Love Life, il y avait le retour des Looney Tunes, de la télé-réalité, bref, c'était de la merde. Le seul truc un peu événement qu'il y a eu, c'était quelques mois après, Raised by Wolves, la grosse série de science-fiction produite et en partie réalisée par Ridley Scott. Ça aurait pu avoir de la gueule, ça aurait pu être une grosse série, vraiment un produit de lancement énorme, sauf que c'était trop tard. Depuis, en plus, ils ont annoncé des séries autour des super-héros d'ici. Il y a une série Green Lantern notamment qui est développée. Il y a le retour de Gossip Girl. Il y a surtout le Snyder Cut qui aurait pu être lancé. Et là, ça aurait fait un énorme événement. Mais tout ça, c'est à l'horizon 2021, voire plus tard. Donc on voit à quel point la précipitation a mené à une offre de départ franchement catastrophique. Évidemment, même si The Mandalorian a été un gros succès, Disney sait qu'ils ne peuvent pas compter uniquement sur cette série pour avoir plus d'abonnés et exciter les gens. C'est pour ça que depuis, ils ont annoncé plein de séries dans tous les sens et qu'ils vont user jusqu'à la corde leur plus grosse franchise. D'abord, il y aura plein de séries Marvel. Les premières, ça va être WandaVision, The Falcon and Winter Soldier, il y a Hawkeye, il y a She-Hulk, il y a Miss Marvel, il y en a plein qui vont arriver. Ensuite, c'est du côté de Star Wars qu'il va y avoir évidemment plus de séries. Il y a notamment une série sur Obi-Wan Kenobi qui va arriver, il y en a une autre en préquel du film Rogue One centrée sur le personnage de Diego Luna. Bref, l'univers Star Wars va s'étendre, va jamais s'arrêter sur Disney+. À côté de ça, on peut aussi citer toutes les marques, tous les films qui vont revenir sous une forme ou une autre. La Nuit au musée, Percy Jackson, True Lies, bref, il y en a plein qui vont revenir sous une forme ou une autre sur Disney+, ça a déjà été annoncé, ça peut être des remakes, ça peut être des séries, ça peut être des films, ça peut être tout ce que vous pouvez imaginer ou craindre, en tout cas ils vont tous revenir. N'oublions pas aussi une petite chose, Disney possède Disney+ et Hulu, c'est-à-dire quasiment deux concurrents, deux plateformes de SVOD. Il y a déjà eu des cas assez intéressants, la série High Fidelity avec Zoe Kravitz par exemple, elle a d'abord été annoncée sur Disney+, et a fini sur Hulu, parce que le contenu était apparemment pas assez family friendly, était un peu trop mature, un peu trop noir, comprenez ce que vous voulez. Ça a été la même question qui s'est posée sur la série dérivée du film Love, Simon, parce que c'est l'histoire d'un mec qui est homo, ils se sont dit que c'était peut-être pas pour les familles, et le retour de Lizzie McGuire apparemment pouvait être un petit peu trop noir et adulte, donc pareil, ça va basculer sur Hulu, peut-être. En tout cas, se pose déjà des questions de savoir ce qui va être mis sur Disney+ et sur Hulu, et Disney va vraiment manger à tous les râteliers, avec à la fois des trucs très family friendly pour les gamins, et un truc éventuellement un peu plus adulte avec Hulu. Au-delà de tout ce contenu original, une autre question assez intéressante qui peut vraiment aussi être mise en perspective, est-ce que les gens sont contents de Disney+, c'est le fond du catalogue. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas nouveau, mais tout ce qui vient des classiques, les films d'animation, tous les Pirates des Caraïbes, tout ce qui devrait être disponible parce que c'est chez Disney. Là se posent déjà des problèmes, des questions qui peuvent vraiment énerver les gens qui sont abonnés. Parce que en gros, il y a une rotation. Il y a notamment des problèmes de droit, puisque par exemple les épisodes solo de Hulk et de Spider-Man appartiennent plutôt à Sony et à Universal, c'est-à-dire que tous ceux qui veulent se faire tout le MCU d'un coup auront déjà des manques au milieu. À côté de ça, il y a simplement Disney qui a assumé qu'il y avait des problèmes de rotation globale et que chaque mois ils allaient changer ce qui était sur le catalogue. En gros, tout le monde va se retrouver avec les mêmes problèmes qu'il avait avec Netflix, à se demander tiens ce film-là je l'ai mis de côté, malheureusement il n'y est plus 3 mois plus tard. Parlons maintenant du nombre d'abonnés, puisque c'est évidemment le nerf de la guerre du streaming. Fin août, Disney a annoncé plus de 60 millions d'abonnés dans le monde. Et
c'est vraiment un signal très positif puisque leur objectif d'ici 2024 c'était entre 60 et 90 millions d'abonnés. Cela dit, attention, évidemment c'est une guerre du streaming et une guerre de la communication. Franchement, c'est fort possible que Disney ait su que 60 millions c'était clairement faisable d'ici 2020-2021 et qu'ils aient juste fait en sorte qu'on puisse tous répéter « Mon Dieu, leur objectif est déjà atteint, quel exploit, quel grand monsieur !» En plus, il y a de grandes retombées niveau popularité puisque niveau marketing, avec Mandalorian, on peut déjà estimer que le marketing et le merchandising autour de Baby Yoda, il est énorme et va sûrement être énorme pendant des années. Cela dit, on peut tout bêtement comparer aux concurrents. Netflix est actuellement quasiment à 200 millions d'abonnés dans le monde et Amazon en est à 150 millions, même si n'oublions pas qu'une grosse partie est abonnée à Amazon pour pouvoir juste commander des livres, des DVD et des slips. Enfin, on va évoquer rapidement le prix d'abonnement. Disney+, c'est à peine 7 € ou 7 $, c'est donc moins que Netflix, mais un peu plus que Amazon et Apple TV+. Avant d'en arriver au bilan, à la conclusion, on va d'abord revenir sur ce qui a été dit par Disney en octobre 2020. Puisqu'encore une fois, il y a eu plein de débats, plein de réactions, plein de polémiques, Disney a annoncé qu'ils allaient réorganiser les divisions médias et divertissement. Alors comme ça veut tout et rien dire. En fait, ça signifie une chose, le streaming et donc Disney+ va passer en priorité. Ils ont vraiment dit que la pandémie en 2020 n'avait pas créé mais accéléré ça. C'est vraiment une stratégie qui était là en place. C'est pour ça que le futur de Star Wars et Marvel va autant passer par Disney+. Et c'est un des boss de Disney, Bob Chapek, qui a dit quelque chose d'assez clair qui montre bien quelle est la stratégie future de Mickey. Étant donné l'incroyable succès de Disney+ et de nos projets, nous nous positionnons stratégiquement pour soutenir plus efficacement notre stratégie de croissance et augmenter la valeur pour nos actionnaires. Gérer séparément la création de contenu et la distribution nous permettra d'être plus efficaces et agiles pour créer le contenu que le public veut le plus, livré de la manière dont il préfère le consommer. Nos équipes créatives se concentreront sur ce qu'elles savent faire le mieux, créer du contenu de classe mondiale basé sur des franchises. Qu'est-ce qu'on retient de ça? Deux choses assez frappantes. Le spectateur est un consommateur et les œuvres, des produits et des contenus. Alors évidemment, c'est pas un langage que Disney a créé, tout le monde l'utilise partout, donc on va pas leur jeter la pierre, mais eux, vraiment, avec leurs moyens, leurs méga franchises de tous les côtés et le fait qu'ils veulent vraiment donner ce qu'ils considèrent que le public veut, c'est-à-dire des méga franchises et du contenu livré chez eux, à domicile, comme Deliveroo, ça peut vraiment faire craindre pour l'avenir et ça montre en tout cas dans quelle direction Mickey va. Donc la barre des 100 millions va prochainement être dépassée d'ici fin 2020, mi-2021. Voilà, niveau abonnés, Disney+, c'est un carton. Du côté de l'offre et des contenus proposés par Disney+, le bilan est un peu plus en demi-teinte et on peut tout résumer à Mandalorian. Déjà parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à regarder, mais aussi parce qu'il symbolise à la fois le positif et le négatif de cette stratégie. Du côté négatif, c'est qu'il n'y avait pas grand-chose à regarder et que ça a pu frustrer pas mal de monde, notamment ceux qui s'en foutent des Mandaloriens et de Star Wars. Mais du côté positif, c'est qu'au final, ça a réconcilié tout le monde. La critique, le public, tous ceux qui avaient ragé contre la trilogie et qui blâmaient et qui vraiment pensaient que Disney c'était l'antéchrist, là, ils ont quasiment tous étaient globalement contents de voir Mandalorian et vraiment ça a pu montrer que Disney avait eu raison de cette stratégie de tout miser sur Mandalorian puisque quasiment tout le monde a dit ok. Impossible dans ce bilan des 1 an de ne pas s'attarder sur l'année 2020, le chaos de tous les temps, qui a aussi eu un impact sur Disney. Disney, n'oublions pas que son chiffre d'affaires est largement basé sur les parcs d'attractions qui ont tous été impactés puisque fermés par la pandémie. C'est pour ça qu'il y a eu pas mal de décisions stratégiques plus ou moins douteuses. La plus grande et spectaculaire et explosive a été Mulan. Pour rappel, le film devait sortir en salle, il a été repoussé plusieurs fois, il a été totalement basculé sur Disney+. Et en plus de ça, en plus de la colère des salles et du fait que tout le monde s'est dit qu'en gros ils disaient fuck aux salles de cinéma, il y a aussi le débat de c'était proposé pour les abonnés Disney+, qui osaient payer 30 $ en plus. Donc vraiment on voyait à quel point Disney essayait de tirer sur la corde, ils ont annoncé publiquement que vraiment ils ont assumé que c'était un choix, un test pour voir si ça allait marcher. Soul sortira en décembre sur Disney+, et il ne faudra pas payer 30 $ pour le voir, ce qui prouve que clairement le test Mulan n'a pas été concluant. Bref, 2020 ça a été une année un peu spéciale, niveau stratégie Disney+. La question à 1000 points maintenant, c'est de savoir comment Disney va diviser son activité entre les écrans des salons avec Disney+, et les salles de cinéma. On peut commencer déjà par regarder le cas Marvel parce qu'il est intéressant. Marvel, c'est une entreprise à plusieurs milliards, c'est vraiment un énorme business pour Disney, il est majeur et ils ont déjà annoncé que les séries Marvel allaient être liées aux films Marvel dans les salles de cinéma. C'est-à-dire qu'en gros, les fans de Marvel vont devoir s'abonner à Disney+ pour comprendre ce qui se passe dans l'univers, dans le MCU. C'est pas anodin. Du côté de Star Wars, c'est beaucoup moins clair puisque le futur de Star Wars au cinéma n'est pas clair. Ce sont des histoires qui se déroulent chacune dans leur coin. Donc on peut estimer jusque-là, sauf grande surprise à l'horizon,
que Star Wars va plutôt passer par des choses indépendantes à droite à gauche entre les écrans de cinéma et Disney+. Maintenant, il y a le cas des remakes live, qui est là aussi un énorme fonds de commerce pour Disney, quand on voit le succès de Aladdin, Le Roi Lion, La Belle et la Bête et compagnie. Donc d'un côté, il y aura sûrement des gros films comme Cruella avec Emma Stone qui coûtent très cher et qui sont destinés aux salles de cinéma, ou la suite de Aladdin, ou le prochain Le Livre de la Jungle, et de l'autre, il y aura sûrement des projets un peu plus modestes comme La Belle et le Clochard. Le prochain Peter Pan, le prochain Merlin pourrait clairement être fait directement pour Disney+. Donc là encore, on voit bien que Disney veut bouffer à tous les râteliers et en donner à tous les spectateurs. Quand on ajoute à ça qu'ils ont récupéré le catalogue de la Fox, avec Die Hard, La Planète des Singes, Avatar, Alien, Predator, on se rend compte que vraiment c'est un piège total. Parce que par exemple, si moi je m'en fous d'une série sur La Planète des Singes ou le prochain Pixar, mais par contre une série Predator ou Alien, je vais sauter dessus. Et on voit à quel point chaque spectateur aura un produit, un contenu qui lui sera dédié. Alors c'est pour ça qu'on peut évidemment imaginer que Disney+ a de quoi devenir un géant à plusieurs dizaines de milliards, et en plus quand on sait qu'il n'est toujours pas rentable, puisque c'est évident, la plateforme vient d'être lancée, que même Netflix n'est pas forcément rentable vu l'argent qu'il dépense chaque année, on voit à quel point c'est une guerre totale qui est annoncée et qui est lancée par Disney+, et qu'on n'a pas fini d'en être les victimes probablement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, c'est super important pour nous. Et à votre avis, quel est le pire truc que pourrait faire Disney? Parce que pour nous, ce serait la nuit au musée avec Indiana Jones et dans la scène post-générique, il y aurait Benjamin Gates.